En plein océan Indien, à l'est de Madagascar, l'île Maurice, âgée de 8 millions d'années, est la sœur aînée de l'île de la Réunion qui jaillit 5 millions d'années plus tard. Avec l'île de Rodrigue, elles forment toutes les trois l'archipel des Mascareignes. Maurice prend naissance sur les cartes marines portugaises entre 1507 et 1511, sous le nom de l'île du Cygne. En 1598, les Hollandais, soucieux d'établir un relais dans l'océan Indien pour les navires en route vers les îles des Épices, la découvrirent au cours d'une escale forcée. Ils y établissent plus durablement que les Portugais un comptoir de ravitaillement et d'approvisionnement en vivres frais. L'île est alors baptisée Mauritius. Après quelques difficiles années d'implantation, ils la délaissent pour s'établir au Cap, en Afrique du Sud. Les Français, dès 1715, s'empressent de les remplacer. L'île de France, ainsi rebaptisée, va connaître un prodigieux développement. Les Anglais, à partir de 1810, achèvent cette colonisation pour céder en 1968 les destinées de l'île au jeune gouvernement mauricien. Avec ses 1 300 000 habitants, l'île Maurice est un véritable melting pot ethnique et religieux composé de Français, de Britanniques, d'Africains, d'Indiens et de Chinois. Port-Louis, cette capitale de tous les étonnements, affiche ses contrastes comme autant de réalités d'un monde en plein changement. D'un côté de la rue, des gratte-ciel de verre et d'acier. De l'autre, des maisons coloniales dont subsistent quelques belles façades et varangues ouvragées. Au milieu, boutiques, épiceries, quincailleries sont le point de convergence de tout un petit monde affairé qui sent bon la papaye et les effluves épicés de l'Inde. Port-Louis, c'est aussi le poumon du pays, seul port de l'île, avec plus de 600 mètres de quai où s'active toute une population laborieuse. Les bateaux de Bougainville, de La Pérouse, mouillèrent dans ses eaux et Surcouf, le corsaire, en fit sa base. Autre particularité, c'est également une des régions du monde à la plus forte densité de population. Au gré de l'histoire et des conquêtes, cette perle de l'océan Indien a petit à petit forgé son âme, pour devenir de nos jours un lieu étonnant d'harmonie pour une multitude d'ethnies et de religions. La statue de Mahé de la Bourdonnais trône face à la mer à l'entrée de la place d'Armes. Le lieu d'implantation de la ville fut choisi au début du XVIIIe siècle pour la Compagnie des Indes. Baptisée Port Nord-Ouest, elle devient Port-Louis en l'honneur de Sa Majesté. Sur un territoire d'à peine 1900 km², Indiens, Chinois, Créoles, musulmans, mais aussi des Français et des Anglais ont formé au cours des ans autant de communautés distinctes. Aujourd'hui, sa population donne au reste du monde un bel exemple de paix et de tolérance. Les statues d'hommes illustres français et anglais, comme ici la reine d'Angleterre, rappellent l'influence des grandes puissances européennes de l'époque sur cette partie de l'océan Indien.
À quelques kilomètres de là, un détour obligé par le jardin botanique de Pamplemousse permet de se familiariser avec toutes les espèces végétales qui ont transité sur l'île de France. Si les nénuphars géants, Victoria regia, sont les représentants les plus connus de ce jardin botanique royal, de nombreuses et prodigieuses espèces y sont représentées. Papyrus, banyan, giroflier côtoient un talipo géant, étrange palmier qui, après plusieurs dizaines d'années de vie, fleurit une fois, puis meurt aussitôt. Pierre Poivre réussit, après de nombreuses aventures, à faire dérober aux îles Moluques quelques plants des épices les plus convoités au monde. Ainsi furent acclimatés dans ce jardin en 1772, mais ironie du sort, bien après son retour en France, la noix de muscade et le clou de girofle. Le jardin de Pamplemousse est encore aujourd'hui l'un des plus beaux jardins du monde. Le gouverneur Mahé de la Bourdonnais installa sa résidence sur cette colline aérée. Plus tard, le célèbre botaniste Pierre Poivre y résida pour exercer les fonctions d'intendant de l'île. Les plaines à thé du sud-ouest laissent apercevoir dans leurs champs des pyramides de pierre basaltique, autant de roches dégagées de la terre cultivable que les esclaves autrefois entassèrent en monticules réguliers. Ce paysage particulier existe aussi dans les plaines du nord-est, où se trouvent les plus importantes plantations de canne à sucre. L'agriculture a toujours revêtu dans l'île un caractère primordial. Les Hollandais introduisirent la canne à sucre en 1639. Elle reste encore la première industrie de Maurice, car elle représente 90% des exportations. Cependant, le gouvernement reste conscient que le pays doit se diversifier très vite vers des secteurs d'activité créateurs d'emplois pour une jeunesse attirée par le tourisme et le secteur tertiaire. Aujourd'hui, véritable industrie, dans les grandes plantations, la coupe s'est mécanisée. Les grosses machines à couper la canne présentent généralement de 2 à 4 fuseaux en hélice qui attrapent les rangées de tiges de canne. Le bas et le haut des tiges sont coupés et les cannes sont portées par un tapis roulant vers le côté où elles sont déposées dans un camion.
Les cannes coupées par ces machines se dégradent plus rapidement qu'avec des coupeurs manuels et elles doivent être rapidement transportées à l'usine. Ce type d'exploitation permet la récolte rapide de grandes quantités de cannes et réduit le coût de main-d'œuvre dans les pays où les salaires horaires sont élevés. Certains petits exploitants récoltent encore la canne à l'ancienne à l'aide de machettes. Souvent, le feu est mis au préalable pour nettoyer les cannes. Mais ce travail pénible mal rémunéré tend à disparaître. Récemment ouvert, le domaine a été conçu comme une rhumerie à l'ancienne. Le but de ses propriétaires est de faire connaître tous les aspects de la fabrication du rhum, aussi bien aux habitants de l'île qu'aux touristes. Première étape de la fabrication, le broyage des cannes qui produira un jus et donnera un déchet fibreux, la bagasse. Certains l'utilisent d'ailleurs comme combustible pour produire de l'énergie. Quelques ananas sont broyés également pour donner du goût au jus de canne avant sa fermentation. Une fois fermenté dans des cuves en plein air, le jus passera dans une colonne à distiller en cuivre. Le précieux alcool de canne sera recueilli pour être vendu sous la dénomination bien connue de rhum. Mais avant l'embouteillage, l'alcool est mis en cave dans des fûts de chêne pour son vieillissement, où il acquérira une note boisée. Comme dans toutes les îles, l'eau douce est précieuse.
Ici, le lac réservoir de la mare au Vacoas conserve la plus grande réserve d'eau de l'île. Les Indiens représentent plus des 2/3 de la population. Ils sont arrivés massivement pendant la colonisation anglaise pour travailler dans les champs de canne à sucre. Profondément attachés à leur culte religieux, ils perpétuent à Maurice toutes les fêtes traditionnelles de l'Inde, comme la Maha Shivaratri, la fête hindoue la plus grandiose de l'île en début d'année. D'autres fêtes, comme le Diwali, fête de la lumière, ou le Holi, fête du feu et des couleurs, ponctuent tout au long de l'année le calendrier hindou.